Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux des principaux travaux que j'ai fait au cours de ma thèse, à savoir observer le mouvement d'une plaquette de frein au cours d'un crissement, puisque ma thèse portait sur le crissement des systèmes de freinage, et elle était entièrement financée par l'entreprise Bosch. Donc j'ai travaillé en collaboration avec le service NVH de Drancy. Et donc j'ai pu faire des expériences, notamment observer cette fameuse plaquette de frein, et également tenter de modéliser les effets de la viscoélasticité des matériaux que l'on rajoute au système de freinage. Donc le contexte, apparemment il a un petit peu mangé mon texte, c'est pas très grave. Donc le contexte, c'est le bruit de freinage qui génère pas mal de retours clients, puisque les clients considèrent généralement qu'un frein qui fait un bruit suspect va fonctionner incorrectement. Ce n'est pas le cas. Par exemple, le crissement de frein n'impacte pas du tout la sécurité des passagers, mais comme il provoque des retours clients, il faut bien le traiter. Il apparaît à basse fréquence et à basse vitesse et à basse pression au niveau des freins. Donc c'est un bruit que vous pouvez écouter notamment en gare, quand un train approche du quai. Et donc, la solution généralement retenue, c'est de rajouter des matériaux dissipatifs, donc souvent des matériaux viscoélastiques, au sein des garnitures et au dos des plaquettes de frein. Ce sont souvent des matériaux multicouches qui comportent du caoutchouc. Et malheureusement, comme les fournisseurs ne donnent pas les comportements de ces matériaux, il est très difficile pour les industriels de les modéliser, de prendre en compte leur comportement au sein de leurs analyses éléments finis. Du coup, c'est là où j'ai intervenu finalement. On m'a demandé d'une part, caractériser ces matériaux, d'autre part, de savoir les modéliser grâce à un modèle de rhéologie viscoélastique tel que le modèle de Maxwell généralisé. Donc ça sera la fin de ma présentation, je vous montrerai comment on fait. Pour les difficultés de modélisation, donc il y en a d'autres qui sont dues aux non-linéarités, puisque par exemple les garnitures de frein présentent des non-linéarités matériaux. De plus, comme un système de freinage comporte souvent un étrier flottant, on a des phénomènes de contact qui génèrent d'autres non-linéarités. Donc finalement, le crissement de frein est très difficile à modéliser. D'autre part, avant ma thèse, bien souvent, on pouvait prédire, grâce aux analyses aux valeurs propres complexes menées sur des modèles éléments finis, on arrivait à prédire plusieurs modes propres instables du système de freinage. Mais on en trouvait beaucoup plus que ce qu'il y en a réellement dans la vraie vie, puisque quand on mène une expérience sur un vrai frein, on s'aperçoit que bien souvent, on n'a qu'une seule fréquence de crissement qui ressort. Donc l'idée, c'était de faire du tri aussi dans toutes ces fréquences propres qui sont instables, dans tous ces modes propres qui sont instables, dont un seul, finalement, est réellement la source du crissement. Donc pour cela, on s'est dit que prendre en compte l'amortissement qui, dans la vraie vie, règle le problème, ça allait aussi régler le problème dans nos modélisations. Donc, voilà les composants d'un système de freinage. Vous avez un étrier flottant, représenté en bas à gauche, et une chape qui sert à maintenir les plaquettes grâce aux oreilles des plaquettes. Donc si je récupère la souris... Voilà. Donc les oreilles des plaquettes, par exemple, il y en a une ici. Donc l'étrier va venir pincer les plaquettes de frein contre le disque. Et donc voici le système que j'ai étudié lors de la mesure. C'est un vrai système de freinage, simplement il est monté sur un banc d'essai pour faire tourner le disque, tout simplement. Donc la mesure consistait à coller 6 accéléromètres triaxes au dos de la plaquette de frein, et par interpolation à essayer de remonter le mouvement de cette plaquette au cours du crissement, notamment au début à partir de l'apparition du crissement. Donc, puisque le phénomène de crissement est une instabilité, mais c'est une instabilité instable quelque part, puisqu'elle dépend de conditions très particulières de pression, de température, d'humidité. Donc tout à l'heure je vous parlais de matériaux dissipatifs, il y en a deux, donc au niveau des garnitures, et ainsi qu'au dos de la plaquette de frein, qu'on appelle généralement les shims. Alors,
oui, j'ai rajouté ce slide pour montrer pour mettre à mal une hypothèse qu'on trouve souvent dans la littérature, à savoir que le crissement serait dû à un phénomène de stick slip. Donc, dans les mesures que j'ai pu faire, ce n'était pas le cas. Le disque tournait 100 fois plus vite que le déplacement de la plaquette. Ce qui veut dire tout simplement que la plaquette ne peut jamais rattraper le disque, elle ne peut pas adhérer au disque, elle est en perpétuel glissement. Alors, je passe très vite sur les résultats de mesure. Donc, on a 6 accéléromètres triaxes, c'est-à-dire qui mesurent dans les 3 directions de l'espace. Et là, je vous montre les signaux acquis par l'accéléromètre numéro 6, qui est situé ici. Et au niveau du sens de rotation du disque, ça correspond au bord d'attaque de la plaquette. Et là, je me suis intéressé à ce qui se passait dans la direction normale au disque, puisque cet accéléromètre triaxe mesure dans les 3 directions. Là, je ne relève que la direction normale au plan du disque. Donc j'ai tracé en bas, à gauche, le signal d'accélération en fonction du temps. On voit qu'on peut le découper en 7 sections. Ce qui est intéressant dans ce signal, c'est d'essayer de voir quelles sont les composantes fréquentielles qui le composent à chaque instant. Pour cela, j'ai réalisé un spectrogramme qui est représenté au-dessus, où au cours du temps, vous avez la décomposition fréquentielle du signal. Là aussi, on voit très clairement apparaître 7 sous-sections distinctes. Donc en fait, l'essai commence par le fait que les plaquettes soient affleurantes au disque, mais il n'y a pas de pression. Donc finalement, le système n'est pas encore excité. Ensuite, donc ça c'est la section 1. Ensuite, on commence d'appuyer sur les plaquettes contre le disque. Le crissement n'apparaît toujours pas, on ne l'écoute pas. Par contre, on voit autour de 1500 Hz, si je récupère la souris. Bon, tant pis. Ici, vous voyez une raie qui commence d'apparaître. Elle se transformera par la suite en crissement. Donc, on sent que c'est une fréquence latente qui a de bonnes chances d'être un mode propre de la structure. Mais, comme je l'ai dit, au niveau de la section 2, on n'a toujours pas de phénomène de crissement. On appuie un petit peu plus sur la pression, donc là on était autour de 2 bars. On appuie un petit peu plus, et là le crissement apparaît. Et quand il apparaît, alors je ne dis pas que c'est le cas dans tous les cas de figure, mais dans cet essai, on a vu apparaître des harmoniques, qui prouvent que le phénomène de crissement dans ce cas-là est non linéaire. Et on voit très bien que les niveaux d'accélération passent d'un niveau faible, 0,1 mètre par seconde, à un niveau très fort, environ 100 mètres par seconde, quand le crissement apparaît. Ce crissement se maintient jusqu'aux environs des 6 bars. On continue d'augmenter la pression progressivement. On le perd dans la section 4, puis il réapparaît à plus forte pression dans la section 5. Et ensuite, si on continue d'augmenter la pression jusqu'à 10 bars et plus, on le perd définitivement au niveau de la sous-section numéro 6. Puis l'essai se termine quand on relâche la pression. C'est pour ça que l'on a la sous-section numéro 7, où finalement on n'a plus d'excitation. Les sous-sections 1 et 7 sont analogues. Voilà, donc comme il y a beaucoup de données dans cet essai, puisque c'est un essai où finalement on voulait faire apparaître le crissement et puis l'observer, je ne vais pas tout vous présenter, mais simplement on va se focaliser sur cette partie-là, qui correspond aux environs de 4 secondes, à l'apparition du crissement. Le crissement vient juste d'apparaître, il vient juste de se stabiliser. Et donc on va visualiser le mouvement de la plaquette de frein dans ce laps de temps, au-delà de 4 secondes. Simplement, comme on a des phénomènes d'harmonique, on a une fondamentale, l'harmonique 1 et l'harmonique 2, on a potentiellement 3 mouvements distincts que je vais vous montrer. Donc pour cela, finalement, j'ai dû filtrer les composantes fréquentielles pour ne garder, dans la première animation que je vais vous montrer, le mouvement de la plaquette de frein dû uniquement à la fréquence de 1500 Hz, puis ensuite le mouvement qui est uniquement dû à la première harmonique, et pareil pour la troisième harmonique. Alors, vous voyez qu'il y a 6 accéléromètres triaxes.
Il forme en quelque sorte un quadrilatère acineux, et si on applique la méthode des éléments finis, on peut aisément interpoler l'accélération en tout point de ce quadrilatère. Auquel cas, par une intégration dans le domaine de Fourier, donc ce qui revient à oméga carré près à obtenir le déplacement, on peut avoir les déplacements des nœuds en tout point de ce quadrilatère. Et c'est ce que j'ai fait, et je l'ai animé en fonction du temps. Donc on voit clairement s'établir un mouvement de flexion globale de la plaquette, qui en plus se propage. Donc l'onde n'est pas stationnaire, mais c'est une onde qui va se propager, ce qui veut dire qu'il y a au niveau du modèle, on devra prendre en compte des phénomènes tels que le frottement et la viscoélasticité qui vont nous aider à modéliser ce genre de comportement. Donc l'animation est un peu lente, je vais passer à la suivante. Donc ça c'était pour le mouvement du fondamental. Voilà ce qu'on peut obtenir pour le mouvement dû aux premières harmoniques. Alors simplement, oui, je précise que les carrés verts symbolisent les accéléromètres que j'avais placés sur la plaquette. C'est la même échelle de temps ou c'est pas... C'est la même échelle de temps que l'animation précédente. Donc du coup, je n'ai pas interpolé au niveau temporel, il y a moins de points quand on monte en fréquence. Et donc l'animation est plus saccadée. Et on voit que finalement le mouvement qui apparaissait au niveau de la composante fondamentale du crissement est radicalement différent de celui-ci. Tout à l'heure on avait une flexion globale de la plaquette. Ici on a une flexion plutôt située au niveau du bord d'attaque, donc à gauche. Et finalement le bord de fuite bouge assez peu. Si je passe à la deuxième harmonique, voilà ce que je vais visualiser. Donc là, on est un petit peu aux limites de l'exercice, puisque finalement, on n'a plus suffisamment de points pour décrire une belle sinusoïde intemporelle. L'analyse fréquentielle reste valable, parce qu'on est bien au-delà de ce que Shannon nous demande. Toutefois, au niveau de la visualisation, on a du mal à observer le mouvement, qui semble être un mouvement de torsion de la plaquette. Donc finalement, on a trois mouvements différents pour ce crissement en fonction des composantes fondamentales et harmoniques. Et ce qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'ils ne correspondent pas à des modes propres de la structure? Donc du coup, j'ai fait une matrice... j'ai tracé la matrice de corrélation, enfin plutôt le diagramme de Mach, excusez-moi. Le diagramme de Mach entre les déplacements que j'ai pu observer expérimentalement et les déformées modales obtenues par un calcul sur Abaqus. Alors ces déformées modales ont été obtenues sans prendre en compte ni le frottement ni la viscoélasticité. Donc on est un petit peu éloigné de ce qui se passait dans l'expérience, ce qui peut expliquer la mauvaise corrélation. Et donc ça valide aussi notre hypothèse de dire qu'il faut absolument prendre en compte la viscoélasticité pour que nos modèles représentent la réalité. Et comme on peut le voir, là, donc je n'ai pas précisé, vous avez en bas les trois vecteurs expérimentaux correspondant aux fondamentales et aux deux harmoniques, et en ordonnée, vous avez les déformées modales issues du calcul. Donc ici, il y en a 75. Et vous voyez que la plus forte corrélation se situe aux alentours de 1900 Hz, qui correspond au mode numéro 23. Simplement, 1900 Hz, c'est très proche de la fréquence du fondamental du crissement, alors que là, si on regarde, il est plutôt corrélé avec le premier harmonique qui était situé au niveau expérimental autour de 3000 Hz. Donc leurs déformés correspondent à hauteur de 60%, mais comme il n'y a pas de correspondance entre leurs fréquences respectives, on sent bien que le modèle n'était pas adapté pour faire ce genre de corrélation. Donc la corrélation est mauvaise, néanmoins,
cela vous montre que l'on peut pousser plus loin ce genre d'analyse et essayer d'avoir par la suite, recaler les modèles à partir de l'expérience. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment, au cours de ma thèse, on a pris en compte les comportements viscoélastiques au sein des systèmes. Donc, tout d'abord, il a fallu choisir un modèle rhéologique pour représenter les comportements viscoélastiques. On s'est donné 5 modèles et on voulait en retenir un. Alors, il faut savoir que dans la réalité, les matériaux comportent tous un module statique, ce qui élimine d'emblée le modèle de Maxwell représenté en vert. Il présente également un module infini, donc on peut éliminer par là même le modèle de Voigt. De plus, sur des courbes que je ne vais pas présenter aujourd'hui, où on a fait des essais de caractérisation de modules viscoélastiques, on s'est aperçu qu'à chaque fois qu'on avait un déphasage au niveau de... pas un déphasage, mais la raideur du matériau est complexe et dépend de la fréquence. À partir du moment où cette raideur est complexe et donc présente une phase, le module ne peut pas être constant, mais il augmente en fonction de la fréquence. C'est ce qu'on appelle l'effet de rigidification dû à la viscoélasticité. Cet effet n'est pas pris en compte par le modèle à module complexe constant. On l'a également éliminé. Donc il nous restait 2 modèles finalement, Maxwell généralisé et les dérivés fractionnaires généralisés. On a opté pour le modèle de Maxwell généralisé, tout simplement parce qu'il est plus simple à mettre en œuvre dans nos analyses. Donc il se compose, ce modèle de Maxwell généralisé, d'un ressort K0, où on vient mettre en parallèle des cellules de Maxwell. Chaque cellule de Maxwell est composée d'un ressort en série avec un amortisseur. Vous voyez la formule apparaître en haut à droite. Cette formule peut être retravaillée pour faire apparaître des temps de relaxation tau et des coefficients alpha qui sont analogues à ceux qu'on peut trouver dans les séries de Prony. C'est juste pour que vous puissiez faire un parallèle, puisque en termes de viscoélasticité, chacun utilise souvent les modèles qui lui conviennent et il y a beaucoup de modèles possibles. Alors, je vous présente les résultats sur un modèle très simplifié. La méthode fonctionne bien évidemment sur des modèles à plusieurs centaines de degrés de liberté, plusieurs centaines de milliers de degrés de liberté, excusez-moi. Simplement, là, pour l'exemple, on n'avait pas besoin d'un gros modèle. Donc, on a modélisé le disque, l'étrier, la garniture, et en bleu foncé, on a une partie que l'on va rendre viscoélastique. On va faire évoluer, au cours des analyses, on va faire évoluer le niveau de viscoélasticité de cette sous-partie, de cette sous-couche viscoélastique, entre un matériau complètement linéaire qui a un module constant et une phase nulle, jusqu'à un matériau qui a une phase de 25 degrés, représenté ici en rouge, et donc qui va rigidifier en fonction de la fréquence, comme vous le voyez. Ces courbes ont été produites par le modèle de Maxwell généralisé. Alors, pour la démarche, classiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on a une équation dynamique en P carré M plus K, le tout fois X égale 0. K étant la matrice de raideur, M la matrice de masse. La matrice de raideur peut se décomposer en termes volumiques, en termes de contact, en termes de frottement. Et donc souvent, on ne peut pas résoudre cette équation directement à cause des termes de frottement, donc on projette sur un sous-espace, souvent la base modale tout simplement. Et cette base modale est issue d'un calcul où on a retiré les termes de frottement. Donc on obtient une base modale phi qui nous permet de projeter l'équation du haut. Donc projeter, ça revient à multiplier cette équation à gauche par la transposée de phi et à droite par phi. Donc ça, c'est ce qui est fait, sans le dire, dans les codes de calcul tels que Abaqus. Donc, je passe très vite sur ces équations. Simplement, classiquement, on a cette équation-là, et on vient rajouter la projection des termes viscoélastiques, ici, qui sont issus du modèle de Maxwell généralisé. On vient enrichir cette équation des termes qui vont nous permettre de prendre en compte l'effet de déphasage, ainsi que l'effet de rigidification. L'effet de déphasage va nous faire naître de l'amortissement. L'effet de rigidification va nous décaler certains modes qui
qui sont affectés par, en tout cas qui utilisent la partie viscoélastique, qui la déforme. Et voilà les résultats. Donc, en bleu, les petits points bleus correspondent aux résultats obtenus pour un matériau complètement élastique. Les gros points rouges pour un matériau très viscoélastique. Vous avez tracé ici en ordonnée les taux d'amortissement des modes propres en fonction de la fréquence. Donc si le taux d'amortissement est positif, le mode est stable. Si le taux d'amortissement est négatif, le mode est instable. Ça ne préjuge toujours pas du fait qu'il soit crissant, ou non. Simplement, si on ne prend pas en compte la viscoélasticité, on a une myriade de modes propres autour de 0 dont on ne sait pas finalement s'ils vont être stables ou instables. Il y a une incertitude sur ces modes-là. On en a, bien sûr, qui sont instables dès le départ, sans viscoélasticité. Comme celui-ci aussi, qui est caché sous le rond rouge. Il y a un point bleu qui correspond, donc comme je l'ai dit, à un modèle sans viscoélasticité. Puis, petit à petit, on augmente la viscoélasticité de cette sous-couche pour voir comment va évoluer le système. Donc on s'attend, ce qui est l'intuition commune, à ce que tous les modes propres soient stabilisés par effet d'amortissement, et donc que leur taux d'amortissement devienne de plus en plus positif. On voit l'évolution de ce mode qui grimpe, celui-ci également, mais il y a des cas contraires finalement, où on a l'effet inverse, où plus la sous-couche est viscoélastique, et finalement, plus le mode va être déstabilisé. On peut même avoir des cas où on part d'un mode propre qui, sans viscoélasticité, est stable, à un mode propre qui, avec beaucoup de viscoélasticité, est instable. Et ceci est justement dû à l'effet de rigidification. Il faut bien imaginer que si on prend en compte la viscoélasticité, on va avoir un module plus raide, donc le mode propre qu'on avait calculé comme souple au départ, sera plus raide, aura une fréquence plus élevée. Et finalement, on a certains modes qui vont grimper en fréquence, d'autres qui ne vont pas bouger, ce qui va générer des couplages et des découplages. Et par effet de rigidification, on peut coupler des modes qui ne l'étaient pas sans prendre en compte la viscoélasticité, et à l'inverse, découpler des modes qui étaient couplés avec viscoélasticité. Sachant que les modes couplés, c'est typiquement ce cas-là, où on a deux modes propres qui ont la même fréquence propre, mais dont l'un est stable, l'autre est instable. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair, j'espère. J'ai fini pour mon exposé. C'est quelque chose qui est assez contre-intuitif, donc n'hésitez pas à me poser des questions, et même pendant la pause déjeuner. Voilà. Donc, pour résumer mon exposé, prendre en compte la viscoélasticité des matériaux, ce n'est pas simplement rajouter un coefficient d'amortissement, c'est aussi prendre en compte la rigidification du matériau en fonction de la fréquence. Et pour cela, il faut utiliser des modèles tels que Maxwell généralisé ou même les dérivés fractionnaires généralisés. Et si on ne prend pas en compte ces effets, on ne sera pas à même de modéliser correctement des systèmes qui ont été, auxquels on a ajouté des matériaux viscoélastiques. Voilà. Innovaxium, parce que vous ne grandirez jamais autant qu'en innovant.